On connaît tous quelqu'un qui a un don. Lire dans les cartes ou deviner qui appelle quand le téléphone sonne. Mais ce don, est-ce vraiment un cadeau? En tout cas, pas dans les légendes urbaines. On dit souvent « si j'avais su ». Mais ce don de devin pourrait nous faire voir une fatalité sans nous permettre d'intervenir, sans qu'on puisse aviser les gens que le mal les guette. C'est exactement le cadeau empoisonné qui afflige l'infirmière dans notre première légende. Cette infirmière avait un don qu'elle tenait de sa grand-mère, semblait-il. Et c'était le genre de don qui était vraiment pas un cadeau, surtout avec le métier qu'elle pratiquait. Elle pouvait dire quel patient ne passerait pas la nuit juste en le regardant. Même ceux qui n'avaient apparemment rien de grave, elle savait dès leur arrivée s'ils s'en sortiraient ou pas. Et ça ne servait à rien d'intervenir. La mort avait choisi son heure. Rien ne pouvait l'arrêter. Un jour, elle en a eu assez de ce don qui la rendait à moitié folle. Elle a consulté un médium qui lui a expliqué la façon de se débarrasser de son talent particulier. Le rituel semblait avoir fonctionné, car les visions avaient subitement cessé. Quelques années plus tard, l'infirmière passe ses vacances dans un chalet qu'elle a loué avec sa famille. Un après-midi, sa fille insiste pour aller se promener en forêt. Pas question de la laisser aller jouer seule dans le bois, alors l'infirmière décide d'y aller. Son mari, lui, restera se reposer. Leur escapade terminée, elles reprennent le chemin du chalet. Subitement, la petite lâche la main de sa mère et se met à courir. La mère la rattrape et lui reprend la main. Mais la petite se remet à courir, cette fois en disant vouloir rejoindre son grand-père Michel, qui vient tout juste d'arriver au chalet. La mère reste étonnée. C'est impossible que le grand-père soit venu les visiter. Mais la petite insiste. « Il est là, dans les escaliers, tu le vois pas? » qu'elle demande à sa mère. Mais la femme voit personne. La petite arrête pourtant pas de pointer vers le chalet. La femme commence sérieusement à s'inquiéter, surtout quand la petite lui crie que grand-papa vient de rentrer dans le chalet. C'est à ce moment que l'infirmière a compris ce qui se passait. Elle est partie en courant vers le chalet, où elle a trouvé son mari mort, foudroyé par une crise cardiaque. Ça a été un choc pour la femme, évidemment, même si elle savait que son mari était mort bien avant d'ouvrir la porte du chalet. Car Papy Michel, le père de son mari, était mort depuis 5 ans. Et si la petite l'avait vu entrer dans le chalet, c'est qu'il était venu chercher son fils pour l'accompagner vers la mort. L'infirmière a compris que sa fille avait hérité de ce tragique don qu'elle croyait pourtant disparu. Ça me rappelle quand j'étais petite fille, j'avais un don, je pouvais voir ou ressentir les dangers ou les choses qui pouvaient surgir dans mon entourage. Et à partir de là, j'étais quand même à l'aise avec ça, moi. Ce que je vois aujourd'hui, ce sont des fois des parents qui sont perturbés que leur enfant puisse avoir un don similaire, puis ils ont de la difficulté à composer avec ça. Sur le côté de la famille à mon père, sa mère était quelqu'un qui avait cette faculté-là. Et lui, il l'avait aussi, mais naturellement, il s'en est jamais vraiment préoccupé ou il l'a vraiment pas utilisé non plus comme tel au point que moi, je m'en sers. C'est rare qu'on a des messages comme quoi que quelqu'un va mourir, mais ça m'est arrivé une fois, j'avais une cliente où est-ce que son père était dans un autre pays et puis j'ai eu reçu le message comme quoi qu'il allait décéder dans quelques mois. Et le pourquoi qu'on me disait de lui dire, c'est qu'elle puisse avoir le temps de le voir avant qu'il s'en aille parce que personne ne savait qu'il était malade à ce moment-là.
sauf lui. Alors, c'est ça, fait que je lui ai dit ce que j'avais reçu. J'avais pas de date précise, mais je savais que ça allait prendre 6 à 8 mois à peu près. J'ai dit, ce serait le temps d'aller voir ton père, etc. Alors, elle est allée justement dans son autre pays pour aller voir son père et passer du temps, elle a passé un mois avec. Et effectivement, il est décédé pas longtemps après. Alors, ça arrive des fois, mais c'est rare. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont fait des études de ce genre-là sur les prédictions, par exemple, et c'est relativement facile à faire comme étude. On prend une personne qui prétend pouvoir prédire l'avenir ou la mort, et on lui demande de faire des prédictions, et on vérifie 3 mois plus tard, ou 6 mois plus tard, ou 1 an plus tard, combien se sont vérifiés. Et beaucoup de scientifiques, effectivement, se sont penchés là-dessus, parce que ce serait assez extraordinaire de découvrir qu'un don comme ça puisse exister. Imaginez que ce soit possible qu'il existe quelque chose qui émane d'une personne qui est sur le point de mourir, une onde, une odeur, n'importe quoi. Ce serait drôlement utile en médecine. Ça permettrait peut-être de prévenir certains décès à l'avance, peut-être de retarder le moment du décès, peut-être de mieux préparer la famille. Bien sûr que beaucoup de médecins adoreraient pouvoir découvrir quelque chose. Les études où on essaie de voir si quelqu'un peut prédire la mort ont malheureusement jamais rien trouvé en ce sens-là. Des légendes de prémonition de mort, il y en a plusieurs, c'est certain. Entre autres, là, j'en ai entendu parler, il y avait des enfants qui se promenaient, puis il y en a un qui a vu un homme étendu par terre, tout mouillé, les yeux ouverts. Puis il y a un des petits-enfants qui est allé voir, puis il a dit « c'est mon père ». Mais les autres enfants ne le voyaient pas. Et puis par après, il a su que son père s'était noyé. Alors ça c'est une légende que j'ai entendue. Est-ce que c'est une légende vraie? Je sais pas, mais c'est sûr que les prémonitions, ça arrive de plusieurs façons. Ça peut être un rêve, ça peut être une image mentale, un ressenti. C'est certain que quelqu'un qui prétend pouvoir prédire le futur, l'intuition, la mémoire sélective va jouer un rôle. Parce que si cette personne-là est convaincue, elle croit dur comme fer qu'elle a un pouvoir, bien, chaque fois que sa prédiction s'est réalisée, elle va s'en souvenir, ça va provoquer une émotion très positive chez elle, et elle va peut-être balayer sous le tapis les prédictions qui ne sont pas réalisées. Fait qu'au bout de l'année, elle va avoir cette impression qu'elle a prédit plein de choses parce qu'elle va se souvenir, puis ses souvenirs vont se concentrer sur les prédictions réussies et elle va oublier les autres. Fait que c'est ça qu'on appelle la mémoire sélective. Bien, ça, c'est un thème qui est exploité depuis toujours en magie, en mentalisme aussi. Donc, on essaie de faire revenir des esprits, là. On appelle ça des séances, souvent, là. Donc, on va essayer de donner l'impression à un petit groupe de personnes qu'il y a une présence, un esprit ou quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr qu'on utilise tous les moyens qu'on peut trouver pour essayer de faire croire à la présence d'esprit. Donc, ça peut passer là, de tables ou de chaises qui bougent, en passant par une certaine époque, ils utilisaient du coton-fromage pour donner l'impression qu'il y a de l'ectoplasme qui sortait. Bon, peu importe. Là. Donc, c'est sûr que c'est un thème qui revient souvent en magie, là, de faire croire à la présence d'esprit. D'ailleurs, à Hollywood, au Magic Castle, qui est un peu la Mecque de la magie en Amérique du Nord, il y a une séance Houdini qui est faite sous forme de spectacle, évidemment, là, où on essaie de faire revenir la présence du célèbre magicien. La première question, comme journaliste, que je me poserais, c'est quelle est la source? Qui a raconté cette histoire-là pour la première fois? Est-ce qu'on est capable de remonter à l'origine puis se demander comment ça a commencé? Et en général, quand on fait ce genre de recherche-là, on se rend compte que l'histoire à l'origine n'était pas du tout celle qui nous est racontée maintenant. À l'origine, il y avait juste une infirmière toute seule dans l'hôpital. Et d'autres personnes ont ajouté un mari, puis d'autres lui ont ajouté une fille. C'est le jeu du téléphone. L'histoire est tellement répercutée de personne en personne qu'elle ne ressemble plus à la fin du tout à ce qu'elle était à l'origine. Et donc, la question clé, c'est quoi la source d'origine de cette histoire-là? Est-ce que cette petite fille-là a vu la présence de quelqu'un, surtout la présence du grand-père? Là, peut-être est-ce que c'est qu'on lui avait montré une photo du grand-père puis qu'elle a associé des traits physiques avec quelqu'un qu'elle a vu. On s'entend, moi, ma fille, des fois, voit quelqu'un avec une barbichette puis dit « Ah, c'est mon papa. » Bon, peu importe. Là. C'est pas qu'elle sait que c'est moi son papa, mais elle associe le trait à quelqu'un d'autre. Donc, c'est peut-être juste ça qui s'est passé à ce moment-là. Puis parce qu'il y a eu un décès,
bien, c'est sûr qu'on essaie de se l'expliquer, on essaie de trouver des façons d'expliquer tout ça, puis de trouver un sens. Donc, possiblement qu'on a dit « Ah, bien, la petite fille savait qu'il s'était passé quelque chose. » Mais en réalité, c'est juste qu'elle a vu quelqu'un passer, puis ça lui a fait penser à son grand-père. Donc, Moi, je pense que beaucoup d'enfants voient les êtres invisibles, que je les appelle. Et ça peut être plusieurs choses. Il y en a qui appellent ça des fantômes, mais ça, c'est une partie là, des êtres qu'on voit. On a tous des guides spirituels. Nos ancêtres, ils viennent nous visiter constamment. Et les enfants, ils les voient, ça, à un certain âge. À un moment donné, c'est sûr qu'à répétition, si les parents leur disent « c'est juste un ami imaginaire, il n'y a personne », c'est comme s'ils fermaient la petite antenne, mais les enfants ils voient beaucoup, pas mal plus que ce que les adultes en voient. Il n'y a pas que les gens ayant reçu un don qui peuvent prédire la mort. Les chats aussi le sentent quand la fin approche. En tout cas, il y a un chat bien particulier qui a ce don spécial. C'est Oscar, la mascotte d'une résidence pour personnes âgées du Rhode Island. On dit d'Oscar qu'il peut prédire la mort des pensionnaires de cette résidence. Quand il sent qu'une personne va mourir, il s'installe à ses côtés, la regarde fixement et lâche un long miaulement juste avant le dernier souffle du mourant. Le docteur David Dossa, qui travaille là-bas, affirme même que Oscar s'améliore d'année en année, son taux de précision ayant doublé. Une question se pose quand même. Comment réagira Oscar à l'approche de sa propre mort? Les perceptions des chiens, des chats, ça fait partie des choses qui sont beaucoup étudiées effectivement par des biologistes. Parce qu'on se pose des questions, c'est par exemple qu'ils ont un odorat 1000 fois plus développé que le nôtre. Alors, il n'est pas impossible qu'une personne sur le point de mourir émane une odeur, quelque chose qu'un chien ou un chat pourrait percevoir. De là à dire que le chien ou le chat puisse comprendre que cette personne-là est sur le point de mourir, ça, c'est une autre paire de manches. Après la pause, un nouveau voisin qui nous connaît mieux que quiconque. Prédire l'avenir, c'est seulement une des facettes des dons psychiques. Il y a des gens qui peuvent déterminer l'emplacement d'une source d'eau ou d'une mine d'or juste en marchant sur un terrain. Il y a aussi les arrêteurs de sang, le plus populaire étant sûrement Damien Lauzon de Saint-Jérôme. En 1969, son neveu de 6 ans soupait avec ses parents quand il s'est mis à saigner abondamment du nez. Ses parents ont tout fait pour arrêter le sang. Des compresses, des pincements de nez, mais rien ne fonctionnait. Ils ont même amené l'enfant à l'urgence où personne ne put contrôler l'hémorragie. Sur le chemin du retour, l'enfant saignait tellement abondamment qu'il en a perdu connaissance. La mère, paniquée, a donc décidé d'aller chercher le vieil oncle Damien, qui avait la réputation d'arrêter le sang. Damien a couché l'enfant sur la table de la cuisine, puis il s'est concentré. Il a posé ses mains au-dessus du corps du petit, sans le toucher. Quelques minutes après, il est sorti de la cuisine. Non seulement les saignements avaient cessé, mais l'enfant n'a plus jamais saigné du nez. Ce serait formidable de trouver un talent comme ça. On n'aurait plus besoin d'anticoagulants, il y a plein de médicaments dont on n'aurait plus besoin, ça serait miraculeux. Mais malheureusement, toutes les recherches qui ont été faites là-dessus n'ont rien permis de découvrir de probants. Puis il faut se rappeler que le sang, ça s'arrête aussi naturellement de couler dans bien des cas. Si on était tous, à part les hémophiles, quand on a une blessure, elle va se coaguler par elle-même. Donc, il y a probablement beaucoup d'histoires de ces arrêteurs de sang qui ont imposé les mains, mais bon, finalement, ils n'auraient pas imposé les mains, puis le sang aurait arrêté de couler de toute façon au bout de quelques minutes. Alors forcément, un pouvoir comme ça se vérifie facilement. Effectivement, on l'amène à l'hôpital, on l'amène à l'urgence, on lui fait faire ses opérations, ses manipulations. C'est facile donc de vérifier au bout de quelques jours, quelques semaines, si les patients qu'il a approchés sont plus nombreux à avoir été guéris ou à avoir eu leur hémorragie stoppée que les autres. Un autre don psychique qui fait l'objet de plusieurs légendes, c'est la capacité qu'ont deux personnes à communiquer ensemble, à distance, sans moyens technologiques. On appelle ça la télépathie, et c'est le sujet de notre prochaine légende. Sébastien vivait dans une banlieue, avec sa femme et sa petite fille. Une petite famille ordinaire, dans une maison ordinaire, dans un quartier où les maisons se ressemblent toutes. Sébastien, c'était un père très attentionné. Comme il avait été adopté à la naissance, il savait combien c'était important pour un jeune enfant d'avoir des parents très présents. Et il avait l'intention d'être un père très impliqué dans l'éducation de sa petite Alice. C'est lui qui avait choisi le prénom de la petite, un prénom qu'il avait toujours aimé, mais sans trop savoir pourquoi. Alors, comme il était un père responsable, il était économe, il avait un très bon emploi, comptable dans une PME,
il faisait du ski l'hiver, du golf l'été, et il avait toujours été fidèle à Marie-Claude, sa femme depuis maintenant presque 10 ans. Et il entretenait de très bonnes relations avec ses voisins. Alors, c'est pourquoi il avait été tellement déçu d'apprendre qu'il déménageait, et la maison s'est vendue rapidement. Il n'était pas surpris parce que c'était une maison exactement comme la sienne. J'aime faire une belle amie. Et c'était un très beau quartier. Quelques jours après la vente de la maison d'à côté, il remarque que sa fille s'amuse avec une nouvelle petite amie, probablement la fille des nouveaux voisins. Quelle chance, elle a exactement le même âge que sa fille. Et elle s'appelle aussi Alice. Toute une coïncidence, hein? Deux petites brunettes qui s'entendent à merveille. Sa femme et lui devront bientôt aller se présenter aux parents maintenant que les deux petites avaient fait connaissance. Donc, Sébastien et sa femme, Marie-Claude, se rendent chez leurs voisins pour leur offrir une belle tarte maison. « Marie-Claude, va répondre, s'il vous plaît », qu'ils entendent de l'autre côté de la porte. Là, vraiment, c'était tout un hasard. Non seulement la petite s'appelait Alice, comme sa fille, mais la femme s'appelait Marie-Claude, comme sa propre épouse. « OK, François, j'y vais. » Ah, au moins le gars, lui, il s'appelait pas Sébastien. La nouvelle voisine répond donc à la porte, sous le choc, leur dit d'attendre, referme la porte. C'est vrai que les deux petites se ressemblent beaucoup et que même les deux femmes ont des traits communs. Mais sa réaction était vraiment trop radicale pour que ce soit rien que ça. Quand le mari se présente enfin, ça a été au tour de Sébastien et sa famille d'être sous le choc. Parce que François était le sosie parfait de Sébastien. Lui aussi était comptable, lui aussi faisait du ski et du golf, et lui aussi avait été adopté à la naissance. Et c'est également François qui avait choisi le prénom Alice pour sa fille. Mais ce que François et Sébastien ignoraient au moment de la naissance de leur fille, c'est qu'Alice, c'était le prénom de leur mère biologique, qui était morte quand elle avait accouché de jumeaux 35 ans plus tôt. L'année passée, j'ai lu le magazine National Geographic, puis tout le numéro était sur les jumeaux identiques qui ont été séparés à la naissance. Et c'était tous des exemples ils ont nommé l'enfant le même nom, ils ont marié une personne qui avait le même nom, quasiment la même année. En tout cas, c'est fou, les exemples, là. Fait que pour moi, c'est pas du tout une légende. Veux pas, on a le même ADN, on est dans le même utérus, on est dans la même sac. L'énergie est comme fusionnée. Je pense qu'on garde cette espèce de courant-là. C'est un peu comme si on était connecté sur Internet là, tout le temps avec son jumeau, puis il y a comme quelque chose qui se passe. On peut faire une recherche bêtement statistique, se demander il y a combien de jumeaux en Amérique du Nord, par exemple. Et les statistiques nous disent que c'est 3 % de la population, ce qui veut dire qu'en Amérique du Nord, au moins 10 millions de personnes sont des jumeaux. Alors, sur un nombre aussi énorme, il est à peu près inévitable qu'il y en ait qui aient vécu des vies qui se ressemblent beaucoup. Ajoutez à ça le fait que deux jumelles, par exemple, sont nées évidemment le même jour, ont la même apparence physique, ont connu les mêmes films, est exposées à la même culture. Il y a peut-être même, qui sait, des prédispositions génétiques qui font qu'elles sont plus intéressées à la musique ou au sport, aux mathématiques. Ça augmente les chances qu'elles tombent en amour avec le même genre de gars. Et donc, les chances sont beaucoup plus élevées que dans le lot, sur les 10 millions, il y a des coïncidences qui nous paraissent bizarres, mais qui sont tout à fait normales. Moi, je pense pas que c'est une légende, parce que je suis jumelle et identique. Et effectivement, on a des connexions au-delà de qu'on peut comprendre. C'est comme un lien psychique, si on veut. Là. Il y a tellement de coïncidences là, qui se passent entre jumelles. Là. Puis, bon, on se connaît, on n'a pas été adoptés ou séparés à la naissance, mais des petits détails, là... Je vais me lever un matin, puis j'ai une chanson dans la tête, puis ma sœur est à côté, puis elle chante la chanson que j'ai dans ma tête, mais que je l'ai pas chantée à voix haute. Moi, c'est ça, mon mari, je l'ai rencontré dans un cours de danse swing, puis l'année d'après, quasiment jour pour jour, ma sœur a rencontré... Bien, ils sont pas mariés, mais c'est tout comme, là, ils ont 3 enfants. Ils ont rencontré son conjoint dans un cours de danse swing, et c'est un peu, vraiment un pur hasard, là. Il y a énormément de coïncidences comme ça dans nos vies, là. C'est clair que ça fait penser un peu, justement, au thème de la synchronicité, là, que les mentalistes utilisent très souvent. Là. Il y a même des routines où on va placer 2 personnes dans des salles différentes. On va toucher à une personne, puis la personne dans l'autre salle a senti quelque chose. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui est très théâtral, là, que les magiciens vont se servir comme thème. Là. Bon, évidemment, il y a un truc dans notre cas, là. Donc, voilà. Mais c'est sûr qu'avec des jumeaux, c'est encore plus intéressant. Il
qu'il y a la CIA, entre autres, qui a déjà fait des expériences pour voir s'il n'y avait pas des liens télépathiques entre jumeaux. On essayait d'endormir un des deux jumeaux, puis on essayait de voir si l'autre ressentait quelque chose. Donc, il y a eu plusieurs expériences comme ça. Bon, est-ce qu'il y a eu un résultat? Je ne crois pas, là, mais bon. Une de ces histoires qui revient souvent sur Internet, des jumeaux qui auraient vécu des histoires similaires, semblables, c'est des Jim et James qui auraient été étudiés par des scientifiques à l'Institut Liobac de Jacksonville, en Floride. Bien, ça, c'est le genre de détails qu'on peut vérifier rapidement. Puis il se trouve qu'il n'y a pas d'Institut Liobac à Jacksonville, en Floride. On n'arrive pas à trouver un institut de ce nom-là qui aurait fait des études sur les jumeaux. Les jumeaux, séparés à la naissance, ont quand même, eux aussi, de l'énergie. Hein? C'est de l'énergie. L'âme est une énergie et c'est une énergie que l'être humain reçoit à la naissance et continue. C'est notre senti, c'est nos 5 sens. Il ne faut pas les oublier. Hein? Le jumeau va avoir cette sensibilité-là d'avoir l'impression de manquer quelque chose ou manquer quelqu'un. Alors, cette fois-là, j'imagine que ces deux âmes ont décidé de se réincarner ensemble pour cheminer d'une façon individuelle au début et par la suite se retrouver. Des fois, même, c'est émotif, là. Ma sœur est triste, puis là, je suis triste, puis ça vient de nulle part, puis je comprends pas. Puis j'appelle ma sœur, parce que c'est toi qui es triste. Je vais pas être triste de nulle part, là. C'est comme, je ressens son émotion. Fait que des fois, il faut apprendre à se séparer un peu. C'est pas toujours facile. Plusieurs légendes urbaines exploitent ce don de télépathie entre jumeaux, souvent unis par la fatalité du destin. Par exemple, dans l'une de ces légendes, on raconte qu'un homme qui se rendait aux funérailles de son frère jumeau en moto a eu un accident exactement au même endroit où son frère s'était tué quelques jours auparavant. Et dans la saison 2, nous vous avons présenté la légende qui prétend qu'un étudiant en médecine a fait une crise cardiaque quand il a découvert sur la table d'autopsie un corps qui lui ressemblait beaucoup trop. Évidemment, il ne savait pas qu'il était en train de disséquer le corps de son frère jumeau, dont il ignorait l'existence. Ma croyance, selon toutes les expériences que j'ai eues et les témoignages que j'ai eus de mes clients et tout, avant qu'on ait, on se fait un peu un plan de match. Là, on décide nos grandes lignes. Le reste, on va laisser ça au choix, au libre arbitre. Oui, je pense que les jumeaux, ça peut être, c'est ça, deux amoureux qui voulaient pas se lâcher, puis ils ont dit, bon, ben la prochaine vie, on va être des jumeaux, des jumelles. Ça peut être des meilleurs amis qui ont décidé de pas se quitter. Une mère et un enfant, ça peut être ça aussi. Bien, c'est toujours les mêmes 2 ou 3 histoires qu'on ressort sur les sites web et dans les romans. Les médias ne nous parleront en revanche jamais des 99,9 % de jumeaux qui ont vécu des vies tout à fait différentes et qui n'ont absolument aucune coïncidence bizarre dans leur vie. Il y a une prof de psychologie à l'Université de Trois-Rivières qui aurait vécu une expérience très étrange. Elle la raconte à ses étudiants toutes les sessions. Pendant quelques années, elle suivait un jeune garçon de 10 ans qui avait des problèmes d'agressivité. Un jour, qui était assis à son bureau, il aurait été contrarié par quelque chose qu'elle avait dit, puis il s'est mis en colère. Là, tout ce qui se trouvait sur son bureau à elle est tombé par terre, comme balayé par la force de pensée du petit garçon. Pendant une autre rencontre, il a réussi à soulever une chaise et à la fracasser contre le mur, juste en la fixant. Les manifestations sont devenues de plus en plus violentes. Puis pendant une colère incontrôlable du petit, elle aurait reçu des éclats de verre en plein visage à cause de son verre d'eau qui avait éclaté. Elle a même dû retirer un crayon qui s'était planté dans son bras. Comme psychologue, elle était armée pour régler des problèmes d'agressivité, pas pour contrôler le don de télékinésie du petit. Il aurait été envoyé en institut psychiatrique, puis il serait complètement isolé dans une chambre vide pour le restant de ses jours. Au retour de la pause, une date fatidique. Si le don de deviner le futur est bien réel, comment expliquer qu'autant de grandes catastrophes se produisent sans jamais que personne n'intervienne? Le 11 septembre 2001, par exemple. Est-il possible que parmi tous les gens qui prétendent avoir des dons de voyance, personne ne l'ait vu venir? Certains affirment que Nostradamus avait prédit l'attentat quand il a écrit au 16e siècle
que 2 sœurs jumelles seraient écrasées dans la ville de York au 21e siècle. Il y a aussi l'écrivain Morgan Robertson, qui a publié 14 ans avant le naufrage du Titanic l'histoire d'un paquebot géant nommé Titan qui coulait après avoir frappé un iceberg. Peut-être aussi que les auteurs de ces récits, tout comme les gens qui rêvent à des catastrophes, ne savent tout simplement pas qu'il s'agit d'une prédiction, comme c'est le cas dans notre prochaine légende. Ça s'est passé à l'automne 1943, en Allemagne, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Malgré la peur ambiante, les activités quotidiennes devaient continuer. Personne ne savait ce qui allait se passer et tous s'attendaient, inquiets, l'issue du conflit. Comme cette femme, par exemple, dont le mari n'avait pas été appelé par l'armée à cause d'une blessure, mais leur fils, lui, était militaire. Il était au front depuis quelques mois déjà. Depuis, le moindre signe d'un combat qui s'intensifiait rendait la femme très nerveuse. Comme cet avion qui s'approchait. Elle entendait le moteur rugir. Il est passé tout près. Elle a retenu son souffle quand la trappe de largage de l'avion s'est ouverte subitement, juste au-dessus d'elle, pour larguer des feuilles de papier. Des centaines de feuilles blanches recouvraient maintenant son terrain. Elle en a ramassé une autre, encore d'autres. Sur chacune des feuilles, la même note. 6 juin 1944. Une date qui devait survenir quelques mois plus tard. La femme s'est précipitée vers la maison pour avertir son mari. C'est précisément à ce moment-là qu'elle s'est réveillée. Parce qu'évidemment, c'était un rêve. La femme a raconté son rêve à son mari, qui semblait pas ébranlé par ce qu'il entendait. Mais la femme, elle, continuait de trouver étrange qu'une date comme celle-là soit apparue précisément à elle. Bref, plusieurs mois ont passé sans que ce rêve ne la quitte vraiment. Un matin, pendant qu'elle vaquait à ses tâches ménagères, son mari a ouvert la radio pour écouter les nouvelles. C'est là qu'ils ont appris que les troupes alliées venaient de débarquer en Normandie, ce matin même, soit le 6 juin 1944. Ce débarquement a entraîné la mort de nombreux militaires des deux côtés du conflit, dont le fils de la dame, qui n'avait plus à chercher la signification de ce rêve fatidique. Moi, c'est sûr que quand j'ai des prédictions, des visions, c'est très rare que j'ai une date, mais je sais que ça arrive, il y a des gens qui voient des dates précises. Je sais, j'ai lu sur une médium américaine qu'elle avait prédit l'assassinat de John F. Kennedy. Et elle lui avait même communiqué, elle avait dit, je pense que ça avait rapport avec la ville. Elle avait dit, telle date, je veux pas que tu allé à cette ville-là. Puis elle avait dit, oh non, bon, on connaît l'histoire, là, il est arrivé ce qui est arrivé. Donc, il y a des gens qui sont capables de voir des dates précises sur certaines choses qui vont arriver. On est devant deux difficultés qui sont très courantes. La première, c'est remonter à la source. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme elle le prétend? La deuxième, c'est que les rêves, on le sait tous, on se réveille tous le matin avec un vague souvenir d'un rêve qui a provoqué une grande émotion chez nous, mais on ne se souvient pas vraiment des détails. C'est très facile, si dans le jour qui suit se produit un événement qui nous semble correspondre au rêve, c'est très facile pour nos souvenirs de s'entremêler et donc on se convainc soi-même que le rêve correspondait à l'événement. Mais en réalité, ils étaient peut-être très différents à l'origine, mais nos souvenirs étant ce qu'ils sont, incertains, un peu confus, bien, les deux, le rêve et l'événement, s'entremêlent. Oui, bien, c'est sûr, c'est une époque différente. Hein? C'est une époque où, bon, c'est la guerre, il y a des enfants, il y a des maris qui sont à l'étranger. Donc, c'est sûr que c'est une situation qui est très difficile à vivre. Donc, très souvent, les gens vont essayer de trouver un mécanisme pour compenser, pour essayer de se rassurer, pour essayer au moins d'avoir un brin d'espoir.
À ma connaissance, il n'y a pas de prémonitions historiques qui ont été avérées, pour la bonne raison que c'est très difficile, quand on a une seule source, une personne qui prétend 10 ans plus tard que « Ah, j'avais prédit ça », c'est très difficile de le vérifier. Souvent, les prédictions qu'on a sont très vagues. Il y aura un tremblement de terre au Chili l'année prochaine. Le problème, c'est que toujours des tremblements de terre au Chili, c'est une zone propice à ça. Mais des prédictions solides, vraiment vérifiables, du genre 2 avions vont percuter le World Trade Center le 11 septembre 2001, ça s'est jamais vu. Le fait qu'une personne soit plus réceptive que d'autres, bien, on peut soit recevoir des rêves prémonitoires ou un ressenti. On va savoir, va pas là. Il y a tellement eu d'exemples quand il y a eu le 11 septembre. Là. Il y a plein de gens qui n'ont pas pris l'avion ce matin-là. Il est arrivé quelque chose, ils ne le sentaient pas, ou il y avait des coïncidences qui ont fait qu'ils n'ont pas pris l'avion, puis une chance qu'ils ne l'avaient pas pris, ou il n'avait pas été travaillé. Alors, James Randi et les sceptiques américains offrent un gros lot, littéralement, d'1 million de dollars à quiconque prétend avoir des pouvoirs paranormaux et qui serait capable de le démontrer. Ça veut dire qu'une personne qui, par exemple, prétend pouvoir prédire l'avenir, bien, on l'invite quelque part, on lui demande de faire des prédictions, on la filme, bien sûr, des prédictions vérifiables pour les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois. Et si au bout de 6 mois, elle a eu un taux de réussite qui est vraiment supérieur à la moyenne, supérieur au hasard, bien, elle peut gagner le 1 million de dollars. Beaucoup de gens qui prétendent avoir des pouvoirs se sont soumis à ces tests-là. Aucun ne l'a réussi jusqu'à maintenant. Même la meilleure des médiums, je pense pas qu'elle va être capable de prédire plus précis que 80 % il y a toujours des zones grises. Le futur, il y a toujours quelque chose qui bouge. Il y a tellement de libre arbitre et de choix. Comme la dame qui a prédit, le médium qui a prédit l'assassinat de JFK, il y a plein de choses qu'elle a prédit qui sont pas arrivées. Parce qu'elle faisait vraiment comme des publications de tout ça. Donc, on peut tout vérifier le pourcentage jusqu'à ce qui est vraiment arrivé, ce qui n'est pas arrivé. Dans le cas des astrologues, c'est assez facile de vérifier scientifiquement leurs prévisions. On prend les prévisions qu'ils font pour les 12 prochains mois et à la fin de l'année, on vérifie. On compte, il y en a combien qui se sont réalisés, il y en a combien qui ne sont pas réalisés. Et dans toutes les fois où ce genre d'études scientifiques-là a été faite, bien, l'astrologue s'en sort très mal. Il y a très peu de ces prévisions qui sont réalisées. Et celles qui sont réalisées, c'est celles que n'importe qui suit l'actualité aurait pu réaliser lui-même. L'une des plus populaires légendes entourant le naufrage du Titanic prétend que 5 ans avant le drame, le docteur William Edward Minahan, un Britannique, aurait visité un camp de gitans au cours d'un voyage. Un gitan lui aurait alors prédit son avenir. Le docteur allait mourir noyé dans des eaux glacées. En janvier 1912, Minahan s'apprête à partir pour l'Amérique avec son épouse. Se rappelant la prédiction du gitan, il prend une assurance vie de 100 000 $. Évidemment, il est mort à bord du Titanic. Par contre, sa femme, elle, a survécu et a touché l'assurance. Après la pause, terreur dans l'ascenseur. La réalité et la fiction, souvent, ça s'entremêle, hein? Surtout dans les légendes urbaines, mais dans les films aussi qui s'inspirent de légendes urbaines. Par exemple, le film Le Sixième Sens, qui raconte l'histoire du petit garçon qui voit l'âme des morts. Ben, ça a l'air que ça serait inspiré de l'histoire d'une jeune Américaine, une jeune fille qui s'appelait Carissa. Cette petite fille-là, sur toutes les photos sur lesquelles elle apparaissait, il y avait toujours une espèce de tache blanche à côté d'elle. Puis sur plusieurs photos, la petite avait l'air de regarder la tache et d'y sourire même. Pourtant, tous les gens dans son entourage disent qu'au moment où ils ont pris la photo, ils n'ont jamais vu ça, là, cette tache-là à côté d'elle. Le phénomène comme ça s'est poursuivi pendant des années, malgré le fait que c'était jamais les mêmes personnes qui prenaient les photos, c'était jamais le même appareil qui était utilisé, c'était jamais même dans les mêmes lieux. T'sais. Sauf qu'à un moment donné, il y a un médium qui s'est penché sur les photos puis qui a cru reconnaître un visage dans la tache blanche. C'était le père de la petite Carissa, qui était décédé quelques semaines après la naissance de la petite d'un accident de voiture. Puis en vieillissant, ça a l'air que la petite Carissa était non seulement capable de voir son père, mais était capable d'y parler.
Premièrement, depuis toujours, les gens essaient de trouver ce genre d'apparition-là sur des photos. Donc, on s'entend que dès qu'il y a une photo qui a une tache, qui a été mal imprimée, qui a un reflet de lumière, bon, etc., c'est clair que les gens pensent « Ah, il y a quelque chose de spécial. » là. Des fois, là, ça peut juste être l'éclairage qui est pas bon. Là. Il y a même des trucages où des gens ont été jusqu'à cracher dans la lentille pour former une forme ou enfin quelque chose sur la photo, sur le produit final. En général, c'est des poussières qu'on va voir sur la caméra. Mais ça arrive des fois que ça va toujours suivre une personne. Par hasard, il y a comme 4-5 photos, puis il y a toujours cette petite boule-là autour. J'en ai vu. Ça, j'en ai vu des gens que je connais dans ma famille. Sur Internet aussi, il y en a tout plein qu'on peut voir. Là. Il y en a que c'est bon. Si c'est vrai, c'est pas vrai, on sait pas. Mais moi, je pense que c'est possible. Je veux pas quelqu'un qui... On est visité constamment par nos ancêtres. Est-ce qu'il y en a qui ont la capacité de laisser des traces photographiques? Oui, pourquoi pas? On peut voir des signes prophétiques où on veut, dans les tasses de thé ou dans la forme des grains de beauté. Et après, quand notre histoire s'avère vraie, on se met à croire en nos propres pouvoirs. Comme c'est arrivé à la fille dans la légende suivante. C'est une histoire qui a été publiée pour la première fois en 1906 dans un magazine américain. Dans la version originale, il était question d'un autobus. Dans la version actualisée, c'est plutôt dans un ascenseur que ça se passe. La femme travaillait dans un bureau d'avocat, dans une grande tour du centre-ville. Comme tout le monde dans ce domaine-là, elle avait des horaires de fou. Elle devait terminer une recherche urgente pour un procès en cours. Elle y passait tout son temps, mangeait et dormait peu. Cette journée-là, elle avait de plus en plus de difficultés à se concentrer. Ça faisait plus de 20 heures en ligne qu'elle bûchait sur le même dossier. Elle s'est donc permis une petite sieste. Elle a même rêvé qu'elle rentrait à la maison. Elle marchait seule, il faisait froid. Il y avait un vent très inhabituel pour cette période de l'année. Une voiture qui passait devant elle a attiré son attention. Le véhicule a ralenti et s'est arrêté à sa hauteur. C'était un corbillard. Le conducteur a baissé la vitre et il l'a regardé comme s'il la connaissait. Ensuite, il lui a ouvert la portière et lui a dit presque trop calmement « Embarquez. Il reste encore une place. » La fille trouvait ça très étrange. Inquiète, elle s'est éloignée en courant. C'est à ce moment-là qu'elle s'est réveillée. Elle a réalisé qu'elle serait en retard si elle ne remettait pas son dossier dans les prochaines minutes. Elle a ramassé sa paperasse. On l'attendait dans la salle des audiences au rez-de-chaussée, 22 étages plus bas. Elle devait attraper le prochain ascenseur et vite. Elle attendait impatiemment que l'ascenseur arrive. La porte s'est enfin ouverte. La fille est venue pour embarquer, mais elle a subitement changé d'idée. Elle a laissé la porte se refermer devant elle, même si elle était très pressée. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'ascenseur pour la repousser comme ça? On le verra après la pause. Avant la pause, une femme qui travaille pour un bureau d'avocat dans une grande tour du centre-ville décide de faire une sieste après avoir travaillé sans relâche pendant des heures. Elle fait un drôle de cauchemar. Un corbillard s'arrête devant elle et le chauffeur l'invite à embarquer en lui disant qu'il ne reste qu'une seule place. Mais elle se réveille subitement. Elle doit remettre un dossier très attendu. Elle court prendre l'ascenseur. Elle commence à s'impatienter quand la porte s'ouvre enfin. Elle vient pour embarquer, mais se ravise. Le portier venait juste d'ouvrir la grille. Elle le reconnaît. C'est le chauffeur du corbillard dans son rêve. Elle l'a sans doute croisé plusieurs fois sans s'en rendre vraiment compte. L'homme lui fait signe d'entrer en ajoutant « Embarquez, il reste encore une place. » Elle trouve ça de plus en plus bizarre. Elle décide de prendre les escaliers. Elle comprend pas pourquoi elle a rêvé à cet homme précisément, mais l'explication tarde pas à venir, sous la forme d'un bruit fracassant de ferraille. L'ascenseur s'était détaché et précipité dans le vide pour s'écraser au sol.
Aucun occupant n'a survécu. Et la femme, elle, continuera à se méfier du sens caché de ses rêves. Peut-être juste qu'elle prenait les escaliers tout court. Hein? Soit que ça allait plus vite, soit parce qu'elle voulait se garder en forme, peu importe. C'est sûr que quand il arrive quelque chose comme ça, les gens ont tendance à vouloir le raconter. Hein? On dit « Ah, tu devineras jamais ce qui s'est passé au travail l'autre jour. » Donc, c'est sûr que si on pense à ça, bien, quitte à raconter l'histoire, aussi bien la raconter de façon intéressante. Donc, c'est sûr que possiblement que cette personne-là, en voulant soit raconter ou en déformant l'histoire comme ça, le fameux jeu du téléphone, a peut-être fini par dire « Ah, je l'ai rêvé, on m'a amené là, bon, etc. » Puis peut-être qu'elle avait vraiment rêvé aussi. On s'entend qu'on rêve aux situations qui nous entourent, aux gens qu'on rencontre à tous les jours. Donc, possiblement que cette personne-là, c'est un collègue de travail ou quelqu'un qu'elle croise assez régulièrement. Donc, possiblement que cette personne-là était déjà dans ses rêves. Puis là, elle a juste associé les idées ensemble pour créer une histoire qui était beaucoup plus intéressante que juste raconter un fait divers qui s'est passé dans un ascenseur. Il faut toujours se rappeler que notre mémoire est quelque chose de pas aussi organisé qu'on veut bien le croire. On a une mémoire sélective, on réorganise nos souvenirs en fonction des événements, en fonction des émotions. Et c'est très difficile parfois de savoir, de distinguer les vrais souvenirs des faux souvenirs, surtout quand on tient absolument à croire à une histoire. Une autre possibilité pourrait être ces cas de déjà-vu. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que les déjà-vus, mais les neurologues qui examinent ça se rendent compte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir déjà vécu un événement pour avoir l'impression de déjà-vu. Il semble qu'il se produise des fois dans nos cerveaux un genre de court-circuit. On est devant un événement, on observe quelque chose, on a cette impression de l'avoir déjà vécu alors qu'il n'en est rien. C'est comme si c'était deux neurones qui s'étaient mal connectés et ça peut expliquer des fois des impressions bizarres qu'on a de prédire le futur ou d'avoir déjà vécu un événement. J'ai un exemple similaire, mais c'est plus qu'une prémonition qu'un avertissement. C'est carrément une intervention physique. Là. Je traversais la rue sur Jean Talon, puis il y a une auto qui s'en venait comme ça, puis habituellement, les autos devraient aller tout droit, mais celle-là, elle a décidé d'aller plus vite que les autres et de tourner. Mais moi, je traversais la rue et puis je me suis carrément fait pousser à l'avant par une main invisible. J'ai senti une main dans mon dos comme ça qui m'a poussée. Moi, j'ai comme sauté quasiment 1 mètre en avant. Puis là, l'auto, elle a passé là, à quelques centimètres derrière moi. J'étais comme ça, je traversais, puis j'étais sous le choc. Je peux pas l'expliquer. Est-ce que c'est des anges gardiens, mes guides spirituels, des ancêtres qui m'ont aidé? Je sais pas, mais on m'a aidé à ce moment-là pour pas que je me fasse frapper, absolument. Ça, c'est un exemple que j'ai, là. La question que je me pose face à des histoires de prémonition comme celle-là, c'est toujours le réflexe du journaliste de remonter à la source. Qui a raconté cette histoire-là en premier? Et dans ce cas-là, il y a des journalistes, des historiens qui ont fait la recherche et qui ont trouvé que cette histoire-là remonte à 1906. C'était une fiction, une nouvelle dans un magazine littéraire. Et ça concernait juste un chauffeur d'autobus. C'était un chauffeur d'autobus qui disait « il reste encore une place à une femme » et la femme n'embarquait pas dans l'autobus et l'autobus avait un accident. Mais c'était une pure fiction. C'était même pas une femme qui avait raconté cette histoire-là. Et par le jeu du téléphone par la suite, le chauffeur d'autobus est devenu un chauffeur de corbillard, puis un conducteur d'ascenseur, et des gens sont venus à croire que c'était une histoire vraie. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé à personne autour de moi. Puis à chaque fois que je tombe sur des situations un peu paranormales, malheureusement, j'ai tendance à les associer assez facilement à des tours de magie ou à des trucs que les mentalistes présentent. Donc, moi, c'est mon travail de recréer ça dans un contexte théâtral. Donc, c'est clair que personnellement, je veux pas passer pour un sceptique fini. Là. Je suis ouvert à l'idée, mais c'est jamais arrivé qu'aucune situation m'amène à y croire ou à penser que c'est possible. Donc, voilà, qui sait, peut-être un jour. Des prophéties en tout genre et des rêves prémonitoires ont été recensés par milliers tout au long de l'histoire. Donc, la prochaine fois que vous vous réveillerez en ayant l'impression d'avoir vu l'avenir, prenez des notes. Vous êtes peut-être devin. Et si c'est pas le cas, vos écrits pourraient quand même générer d'excellentes légendes urbaines.